Bonjour à tous et bienvenue dans SimMove, le premier podcast de simulation en santé en français, en collaboration avec le magazine SimZine. Je m'appelle Fouad Marar et je serai l'heureux animateur de ce podcast. Je suis médecin, enseignant en santé et surtout passionné de simulation en santé depuis plus de 15 ans. À travers chaque épisode de cette série, nous tenterons de mettre en lumière les acteurs et les initiatives qui font la simulation d'aujourd'hui et de demain dans le monde francophone. Alors, que vous soyez un expert en la matière ou juste curieux d'en savoir plus, je pense que ce podcast est fait pour vous. Sans plus attendre, allons voir ce que notre invité du jour a d'intéressant pour nous. Bonjour à tous, aujourd'hui, je suis avec Monsieur Oriot, Denis de son prénom, qui nous vient de Poitiers, et c'est avec beaucoup à la fois de plaisir et d'honneur que j'ai le plaisir d'animer cette discussion, parce que de toute façon, il le dira pas lui-même, mais c'est un grand monsieur de la simulation francophone, et son CV parle pour lui, et je ne vais pas vous refaire son CV là, c'est très simple à trouver en ligne, mais grâce à Denis, on sait des choses qu'on ne savait pas avant Denis en simulation et ses équipes, parce qu'à la fois, c'est un praticien de la simu depuis des années, mais c'est aussi quelqu'un qui a mené des projets de recherche ambitieux en simulation, raison pour laquelle je dis, c'est grâce à Denis qu'on sait certaines choses, et je peux vous garantir que dans la vie de tous les jours, on se sert de choses que nous a appris Denis avec ses équipes. Bonjour Denis. Bonjour Fouad, un plaisir d'être ici. Écoute, le plaisir est bien entendu partagé. Tu me connais, il suffit qu'on mette le sujet de la simulation sur la table et après, je suis content. Et moi, je suis content de parler avec toi aujourd'hui parce que après avoir essayé de deviner, de savoir comment toi tu es tombé dans le bain de la simu, on a une belle conversation qui nous attend et je te cache pas que j'ai bien envie de parler de débriefing avec toi et de conversation, d'apprentissage. Est-ce que tu peux raconter aux gens qui nous écoutent comment, un professeur, d'université, qui a toute sa carrière derrière lui, comme toi, est encore en train de faire des débriefings de simulation? Moi ça m'intéresse. Alors, c'est simple, c'est très simple, je suis tombé dans la marmite quand j'étais jeune, en fait, c'est ça. Et alors ça remonte à très loin puisque c'était au début de mon fellowship, j'ai fait mon fellowship à McGill, donc 89-90, et j'ai appris la simulation à McGill, au Montreal Children's Hospital. Et mon patron il revenait de Californie, et où il avait passé 2 années lui-même comme fellowship, et il avait appris par, alors je sais pas si David Gaba directement lui avait enseigné, mais toute l'équipe autour de lui avait développé la simulation. Et donc quand je suis arrivé, ça a été un des objectifs. On va te former pour que tu sois instructeur en simulation, on va t'apprendre la simulation, on va t'apprendre le débriefing. Et moi, je découvrais ça. Bon, je venais d'une belle école à Paris, hein, je venais de Bicêtre, et j'avais passé 2 années de chef de clinique à Bicêtre en réanimation pédiatrique, et je découvrais ça, et je me rappelle très bien mes premières réactions, c'est-à-dire que j'étais j'étais un mauvais élève en fait. J'étais quelqu'un qui refusait le débriefing en disant mais puisqu'il y a une erreur, eh ben, il faut lui dire cash en fait. Il s'est planté. Il n'y a pas lieu de prendre toutes ces précautions de bienveillance et tout ça, quoi. C'était vraiment. Et j'étais dans la mouvance, je dirais, parisienne de l'époque, des années 90, et ça a été une grande découverte pour moi de voir la qualité pédagogique qu'il y avait et puis le bénéfice qu'on pouvait en sortir après, et la façon dont ça se passait, puisque à l'époque, je me rappelle, il y avait 2 fois par an des simulations pluriprofessionnelles inopinées dans l'hôpital où je travaillais, avec des mannequins qui arrivaient aux urgences, on nous appelait, et on savait même pas que c'était une simulation. Et il fallait qu'on interagisse directement avec tous nos collègues, anesthésistes, ORL,
les labos et tout, pour pouvoir gérer en salle de déchocage un enfant qui arrivait massé par l'équipe IMS et tout ça. Et donc, et ça, c'était évalué par des évaluateurs inspecteurs qui étaient dans la salle de crash room, qui filmaient. Et ensuite, il y avait un débriefing d'une heure de toutes les équipes. Et c'est ça qui donnait l'agrément au centre, au Children's Hospital, pour pouvoir recevoir à nouveau les enfants pendant les 6 prochains mois. Et donc, Magnifique. et ça, c'était 1989, Oh là 1990. là. Et 2 fois par an, de façon totalement inopinée, il y avait que le chef de service qui était au courant, et tout le monde, tous les autres, ne savaient pas ce qui allait se passer, ni quand ça allait arriver. Et ils testaient en temps réel la prise en charge des patients. Ils mettaient en charge en fait tout le système hospitalier pour voir, et tout était chronométré, le temps de descente dans la crash room, le temps de faire venir le défibrillateur, le temps tout le no-flow et tout était évalué et chronométré, et tout le monde était observé, noté et tout ça. Donc la zone 4,5, 5 de Roussin, c'est-à-dire on est vraiment dans la simulation in situ, en action, qui est à la fois, alors on est quasiment plus dans le training, qui était là pour faire en sorte d'accréditer en fait la Oui, structure. c'était Mmh. l'accréditation. Et c'est ça qui nous permettait d'avoir une accréditation euh, de la province du Québec pour cet hôpital, de dire, bah, vous pouvez à nouveau, sur les prochains mois, recevoir les enfants. Alors, le Children's et Sainte-Justine, c'était 2 grands hôpitaux pédiatriques et qui se partageaient, en fait, tous les territoires du nord du Québec. Et donc, il fallait être compétent sur tout. Il y avait des avions sanitaires qui arrivaient tous les jours du Grand Nord, et donc il fallait pouvoir gérer toutes ces urgences-là. Donc, très très gros hôpital avec énormément de personnel. Il y avait 13 étages de pédiatrie, une activité de greffe, une activité de chirurgie cardiaque, de chirurgie hépatique, de toutes ces chirurgies-là. Et donc un service d'urgence qui était non seulement un service d'urgence routier, mais aussi aéroporté. Donc c'était en 1989, tu dis? 89-90, j'ai passé 2 années là-bas. Donc 89-90, on a déjà ce haut niveau d'usage de la simu. Est-ce que, tu as des nouvelles? Est-ce qu'ils font la même chose? Est-ce que les choses ont changé? Ça, Est-ce c'est qu'ils sont bien revenus en plus. arrière? Non, non, ils sont pas revenus en arrière, ils sont encore plus développés. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on est en 89, on est à peu près 5 ans après, je dirais, le transfert de tout le corpus aéronautique de David Gaba à Stanford, quand il a pu, euh, je dirais, réaliser que tout ce qu'on fait, tout ce qu'a fait l'aéronautique peut être utile pour la médecine et l'anesthésie en particulier. Eh bien, il livre ça, et je pense que mon patron en a profité quand il faisait son fellowship en Californie, et il a pu directement, quand il est revenu à Montréal, au Children's, il a pu en faire profiter tout le monde, et ça a été après institutionnalisé, puisque c'était un outil d'évaluation de la province du Québec. C'est passé très très vite en fait. On n'imagine pas quelque chose comme ça actuellement. C'est allé très très vite. Donc là, c'est la simulation que j'ai pu rencontrer la première fois. C'était, je pense, ça devait être l'hiver, au début, le février-mars 89. Et après, on m'a dit, bon, bah, là, tu as vu ce que c'était que la simulation, maintenant, on va te former pour que tu sois formateur en simulation. Et donc, il y avait des cours réguliers, c'est toutes les semaines, pour former des instructeurs en simulation. Et donc, c'était les fellows qui étaient visés en premier pour qu'ils deviennent instructeurs en simulation, pour quelque chose qui était très particulier à l'époque, le APLS, Advanced Pediatric Life Support, une formation qui était ouverte à toute la province du Québec, et même il y en a qui venaient de l'Ontario, et qui se faisait sur 2 jours, qui se faisait dans les locaux de McGill, et qui y avait, je sais pas, peut-être 100 personnes ou 150 personnes qui venaient à cette formation, et on était de très très nombreux formateurs. J'étais instructeur dans cette formation,
Et on était très nombreux, je dirais. Il y avait des fellows qui venaient des deux autres hôpitaux également, parce qu'il y avait Sainte-Justine. Donc, on devait être au moins une quarantaine de formateurs pour assurer ça. C'est Donc, hyper intéressant. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que il y a des combats qui sont difficiles à mener en simulation, donc souvent il faut, des justifications par, les écrits, des justifications par les expériences. Il y a un truc qui marche super bien quand même pour transmettre du savoir, bon, c'est la formation de formateur, mais ça paraît évident, mais le fellowship est un phénomène assez particulier quand même, je trouve. Si le si le point de départ et si l'objet du fellowship, c'est quelque part majoritairement la simu, on crée automatiquement des gens qui vont transmettre d'une institution vers une autre. Et je suis assez surpris qu'il n'y ait pas plus, et je veux bien ton avis là-dessus, Denis, qu'il n'y ait pas plus d'initiatives de fellowship en francophonie. Moi, je prends mon exemple perso. Mon clinica était dédié à la simu. J'ai réussi à le négocier comme ça. Hein, c'est pas toujours comme ça qu'on peut faire en anesthésie réa. Mais j'ai tout transformé, toutes mes initiatives, on va dire, pédagogiques se sont transformées en journée de simu et c'est ça, en fait, qui a fait la différence dans mon cas précis. Je sais que Floriane m'avait dit la même chose, quand elle était, il me semble, à Grenoble. Qu'est-ce que tu penses du fellow et qu'est-ce qu'on en a fait ou pas fait en francophonie? alors, j'ai pas une vision globale de ce qui se passe en francophonie, mais c'est vrai qu'on est resté extrêmement clinique et on n'a pas, parce qu'on pourrait dire, le chef de clinique, quelle est sa partie universitaire, elle est peau de chagrin en fait. Et moi, je me rappelle, on avait des cours de statistiques tous les mercredis matins de 8 heures à 10 heures, et ça pendant 2 ans, et avec les pionniers de la biostatistique et ceux qui avaient écrit les meilleurs bouquins sur le sujet à l'époque et qui enseignaient à l'université et tout ça, ils venaient et les fellows, tous les fellows de l'hôpital devaient être là. Et donc, il y avait David Kramer qui enseignait, il y avait tout un tas de personnes, et c'était alors, obligatoire. Nous, on dirait obligatoire, mais nous, à l'époque, on disait c'est une chance quoi. On a cet outil à portée de la main et on peut en profiter. Et il y avait à la suite de ça, il y avait une session d'aide à la recherche, c'est-à-dire état d'avancement des projets de recherche. Donc, on était dans une salle en 25-30 fellows et à tour de rôle, chacun présentait l'état d'avancement de son projet de recherche. Et il y avait des directeurs de recherche transversaux et tout le monde pouvait parler, tout le monde pouvait poser des questions, et on pouvait présenter le projet de recherche au moment où il était commencé à être élaboré, les questions de recherche. Et puis après, on avait ces patrons de recherche qui nous disaient, mais quels sont les outils que tu veux mettre en place, qu'est-ce que tu vas utiliser en fait pour ça. Et donc on commençait à sortir des outils, et puis ça sortait de tous les côtés, et puis tout le monde disait ah ouais mais si tu utilisais ça, ils viennent de le publier là, c'est ça, c'est super bien. Et puis quel test statistique tu vas prendre? Et là il t'en faut combien? Ah ben là on a un nouveau test qui est voilà. Et donc ça tous les mercredis matin, 8h 10h la théorie sur les stats, et 10h midi présentation de l'état d'avancement des projets de recherche de l'hôpital pédiatrique, de tous les fellows de l'hôpital pédiatrique Children's. Et Donc, certains fellows, comme toi, j'imagine, avaient, l'objet de leur fellow était de travailler sur la simulation? mais non, pas du tout. Pas du C'est tout? ça qui est, Ah, c'est c'est ça dingue. qui est, euh, non. La simulation n'était pas un objet, était un outil en fait. Et moi, ma recherche, c'était de la recherche expérimentale sur l'ischémie cérébrale, et c'était pas du tout lié à la simulation. Et donc, je faisais 2 tiers de mon temps en recherche dans des labos d'ischémie cérébrale expérimentale avec Jack Aranda, et puis un tiers en clinique, en unité de réanimation pédiatrique polyvalente, on avait 5 post-op cardiaques, de chirurgie cardiaque par semaine, donc des CEC, plus des greffes, plus les trauma centers et tout ça, donc grosse unité de réa pédiatrique. Euh, la simulation est arrivée et s'est insinuée en fait dans tout ça comme un moyen
d'optimiser les performances, les nôtres d'abord, celles des autres ensuite, et comme un outil pédagogique, parce que en fait, quand on était fellow, nos patrons, on avait 2 patrons en permanence dans l'unité, ils nous faisaient des cours tous les jours, en fait. Il y avait une demi-heure de cours tous les jours. Il y avait une pause en fin de matinée et tout ça, et on avait une demi-heure de cours. Et donc, c'était de la théorie, bien sûr, ouvert, et questions et tout ça, questions-réponses, mais c'était chronométré, et c'était vraiment... Et au-delà de ça, l'outil simulation est arrivé pour prolonger en fait la pédagogie, et c'est comme ça qu'on en a profité en fait, et c'est comme ça qu'on a été formé pour devenir instructeur en simulation. Ça, la visée au départ de la simulation, c'est pédagogie, c'est pas recherche, c'est pédagogie. Ouais, très Et bien. de pouvoir dispenser rapidement, efficacement, je dirais, un savoir-faire qui avait du mal peut-être à passer par uniquement le canal théorique. Beh, l'avantage, enfin moi c'est mon avis personnel, l'avantage quand on discute simu, avec toi, c'est qu'on peut partir côté pédagogie et qu'on peut partir côté recherche. Tu as fait un petit peu des 2. Parlons plutôt pédagogie parce qu'il y a quand même un sujet, qu'il faut absolument aborder ensemble et on va essayer d'être le moins technique possible, d'être le plus vulgarisateur, mais il faut qu'on parle du débriefing parce que Marcus le disait, Marcus Roll, qui est cité à chaque fois là-dessus, il disait c'est le cœur et l'âme de cette simulation, mais ça peut aussi faire ou défaire l'apprentissage. Alors, moi j'ai toujours tendance à penser comme toi au début que des fois on en fait un petit peu trop, mais avant de se faire un avis, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que je peux te faire une petite série de questions-réponses sur le débrief, qu'on clarifie un petit peu ce qu'est un débrief? Avec plaisir, vas-y. Pourquoi on débrief, Denis? Pour avoir un retour sur action. Ouais, ça me plaît ça. Le R de A, la réflexion, le retour sur l'action. Effectivement, c'est la base. Alors, puisque tu réponds, retour sur l'action, pourquoi on débrief après l'action? Alors, on débriefe après l'action dans la plupart des cas, parce que on laisse l'action se dérouler et on a suffisamment de sécurité pour l'apprenant pour dire que l'action peut aller jusqu'à son terme, 15 minutes, 30 minutes de simulation, et on va débriefer après, mais il y a des situations où on va soit interrompre l'action pour pouvoir débriefer plus tôt parce qu'il y a des choses à débriefer et on veut pas que l'action se prolonge dans une mauvaise voie, soit faire du débriefing pendant l'action, des times out, où là, on va essayer d'enrichir le savoir-faire des apprenants parce qu'ils sont peut-être débutants et on veut les guider, soit on estime qu'il y a un risque psychologique dans le scénario et qu'on va mettre en difficulté l'apprenant. Et donc, on veut absolument, je dirais, éviter ce risque-là et on va débriefer partiellement. Hein, ça ne va pas remplacer le débriefing après, mais on va commencer à débriefer pendant l'action. Mmh. Commencer à faire des décharges cognitives, progressives pour après arriver, on va dire de manière plus sereine, à la conversation d'apprentissage qu'est le débriefing et dans ce cas-là, pourquoi est-ce que dans la conversation de débriefing, j'aime bien appeler ça une conversation, pourquoi est-ce qu'il y a une structure du coup? Ben, la structure, en fait, si on dit RAS, réaction, analyse et synthèse ou summary, euh, le point qui est, je dirais, oblige, moi j'aime bien le mot oblige à mettre en place la réaction, c'est-à-dire tout le côté ressenti et émotionnel au départ, c'est on est dans une situation où il y a le cerveau et les mains. Et à partir du moment où il y a le cerveau et les mains, c'est comme dans la vraie vie, eh ben ça génère des émotions. S'il y a que les mains sans le cerveau, pas grand-chose. S'il y a que le cerveau sans les mains, pas grand-chose. Et là, le cerveau et les mains, en fait, c'est vraiment la meilleure communication qu'il puisse y avoir dans la réalisation d'une action humaine. Et
ça génère énormément d'émotions. Et donc, on veut absolument pouvoir recueillir ces émotions parce qu'on sait plusieurs choses là-dessus. C'est que les émotions sont des vecteurs, ont des vecteurs de communication. C'est un moyen de communiquer l'émotion. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va mettre en opposition à un autre moyen, mais c'est enrichissant. Et puis, ça va avoir un impact sur l'engrammage mémoriel, en fait. Et selon les émotions qu'on va avoir, eh bien, on va pouvoir avoir une fixation, vraiment, des fois, à vie, d'un certain nombre d'événements, euh, ou d'autres choses qui vont être des indicateurs. Les émotions vont être des indicateurs pour les débriefeurs, en fait. Et donc, il faut absolument commencer par les émotions. Pourquoi commencer par les émotions? Parce que les émotions à chaud après l'action vont avoir leur tonalité la plus pure. Si on les laisse un peu se dispenser au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure de discussion et tout ça, on va perdre cette tonalité, on va l'affadir un petit peu, et au bout si on faisait l'inverse, par exemple, on met les réactions à la fin, et on a déjà analysé, on a déjà synthétisé, on a les voies d'amélioration, et puis à la fin, on dit, bon, bah, vous l'avez vécu comment, cette simulation? Eh bien, on aura, je sais pas moi, 10-15% de ce qu'on aurait eu au début. Et donc, il faut pouvoir avoir ces émotions, je vais dire, brutes de décoffrage, sans qu'elles soient spoilées par une analyse cognitive, rationnelle, conversationnelle, et que chacun puisse livrer son ressenti pour pouvoir travailler dessus et pouvoir informer le débriefeur de l'état émotionnel de tel ou tel apprenant, et qui va pouvoir, en analysant ces états émotionnels, reconsidérer ce qu'il a vu pendant la simulation et de découvrir peut-être des relations qui étaient passées inaperçues, des relations de dépendance, des relations d'ignorance, des relations, voilà, et de se dire, ah, là, il y a peut-être des problèmes sur les facteurs humains, le travail d'équipe, l'organisation, qu'il va falloir que je prenne en compte pour aller débriefer ces éléments-là, qui sont des écarts de performance que j'avais pas vus. Ah, donc ça, c'est la partie initiale du débrief et bon, on a de la chance, les structures sont souvent, avec des phases communes et chronologiques. Si on passe maintenant à la phase, descriptive pure de l'action, où on essaye de réécrire une histoire commune avant d'entrer dans l'analyse, est-ce que tu peux nous dire la raison de la description et pourquoi dans certains modèles, on est vraiment à cheval sur la partie descriptive? C'est très simple. Si on décrit les choses et qu'on demande euh, il avait quoi ce patient, vous étiez face à quoi, et qu'on a un accrochage entre la façon dont le scénario a été dessiné, pensé, et ce qui a pu être dit par le leader et ses aides, voilà. Le wagon est solidement attaché et à la locomotive, et on peut partir dans le débriefing. Ouais, c'est malsain. Parce que on parlera de la même chose et les écarts de performance auront un sens à ce moment-là. En revanche, si on laisse passer un flou en disant comment vous l'avez vu ce scénario, c'était quoi, il était choqué ce patient, et qu'on rentre pas dans le détail du choc, la nature du choc, et qu'on corrige pas éventuellement, ou on reste dans un flou, en fait. On reste dans un flou. Et une incompréhension peut apparaître après dans une approche qui serait une approche interrogative. Moi, je comprends pas pourquoi euh, j'ai bien vu que ce patient avait été rempli plusieurs fois, mais j'ai aussi vu qu'il avait un gros foie, une turgescence jugulaire, et je m'interroge pourquoi l'expansion volémique a été prescrite pour ce patient. Et donc là, si on n'a pas, je dirais, dit au départ, c'est un choc cardiogénique ou ça ne l'est pas, si on n'a pas corrigé la réalité du diagnostic, eh bien ça fait flop en fait. Toutes les approches correctives et les questions qui vont être sur des écarts de performance vont être non fondées, parce que dans l'esprit des apprenants, en fait,
c'est pas dit que c'était un choc cardiogénique. Et donc, c'est pas compris que c'était un choc cardiogénique. Et donc, tout va être un petit peu à côté de la plaque. Donc, c'est pour ça que c'est super important, la phase de description. Il y en a même qui l'individualisent en faisant c'est une phase à part, il faut la mettre, c'est là juste après la phase des réactions, c'est la phase de description avant de rentrer dans l'analyse, peu importe. En fait, dans la chronologie, c'est réaction, description, analyse, et puis après on arrive sur la synthèse et la conclusion. Mais cette phase-là, elle est extrêmement importante. Elle a un autre intérêt, c'est la conscience partagée du diagnostic. Parce que, en fait, s'il y a qu'une seule personne dans la simulation, ça pose pas de problème. Mais s'il y a plusieurs personnes, est-ce que tout le monde pensait la même chose? Et ça permet de, non seulement de savoir si tout le monde pensait la même chose, mais est-ce que la communication, en fait, celui qui a pensé, a transmis à l'autre, et est-ce qu'il y a eu une correction éventuelle? Est-ce qu'il y a eu une communication entre les deux? Et si on a deux apprenants qui pensent des choses différentes, là, c'est quand même extrêmement important de pouvoir le voir au début du débriefing, parce que il y a forcément un écart de performance qui est lié à la communication, forcément qu'il va falloir le traiter dans les objectifs de débriefing, et qu'il va falloir en plus, et c'est là la difficulté, s'il y en a un qui dit vrai, l'autre qui dit faux, eh bien, il va falloir envoyer un feedback positif à celui qui dit vrai, sans vexer celui qui dit faux. Et interroger après celui qui dit faux, sans que celui qui a dit vrai se sente rehaussé et un petit peu en bombant le torse. Donc là, et il faut pas créer de tension entre les deux. C'est important d'analyser ça, mais il faut pas qu'on en crée une tension entre les deux apprenants. Donc la phase de description, moi j'aime bien dire qu'elle sert à aller chercher des clips vidéo du film pertinents pour avoir cette discussion d'analyse qui est vraiment le cœur de l'apprentissage, dont on va parler juste après. Mais pour des raisons un peu stratégiques, conversationnelles, dans notre conversation du jour, je te demanderai de la sauter pour l'instant, parce que il y a il y a une question qu'on me pose souvent sur la phase de synthèse, la phase d'application, la phase de take home message, si on veut l'angliciser. On me dit toujours, on me dit souvent, pas toujours, et avec les années, ça me revient à chaque fois cette question. Tu mignon, mais là, à la fin de la conversation, souvent, et notamment en formation initiale, l'application, elle vient pas tout de suite. Voire même, j'ai entendu récemment et j'ai trouvé ça très intelligent, des fois, l'application, elle se fait avec un événement passé. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, finalement, avec ce qui vient de se passer là et l'analyse qu'on en a faite, j'apprends de quelque chose que je savais déjà, et soit je confirme un savoir qui était pertinent, soit je dis: «Ouh là là, cette fois-là, j'aurais pas dû faire comme ça». Peu importe. Et donc, quel conseil tu donnes pour vraiment pour la partie pratique de la phase d'application? Et je te le demande parce que moi, j'étais un peu un ayatollah de la phase d'application il y a quelques années, où je disais: «Vous lâchez pas l'apprenant tant qu'il vous a pas dit quel jour, à quelle heure il va appliquer ce qu'il a appris aujourd'hui». Et sauf que je le demandais à chaud. Et je me rends compte avec le temps que c'est pas forcément la bonne façon de faire. Comment tu fais cette phase d'application en pratique? Il y en a une, c'est un feedback de vérification après avoir traité les différents écarts de performance selon les outils de feedback direct, de plus delta ou d'advocacy inquiry. Et donc on a pu lister par exemple 3 écarts de performance et on les a comblés en demandant, et dans ce contexte-là, on a reçu la nature de l'erreur en posant des questions pourquoi, et on a cherché une solution au groupe et on a validé la solution proposée quand c'était la bonne, bien sûr. Et donc, ça veut dire qu'on a comblé cet écart de performance. On en a 3 comme ça. Eh bien, à la fin, on ouvre la discussion. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires sur ce qu'on vient de voir, ce qu'on vient de discuter? Alors, il y a souvent des questions qui peuvent apparaître là pour préciser ceci ou cela en lien avec les 3. Et la façon dont je procède et ce qu'on a pu écrire avec Guillaume Aligné dans le bouquin, c'est de renvoyer une question en fait aux apprenants en disant
Moi, j'ai une question pour vous. Si je vous reposais exactement le même scénario, ou si aujourd'hui, demain, vous êtes de garde et vous avez un cas clinique qui est à l'identique de celui que vous venez de jouer en simulation, qu'est-ce que vous changeriez fondamentalement dans ce que vous faites par rapport à ce que vous avez fait là en simulation? Et donc, ce que j'attends, c'est le matching complet de tous les points d'écart de performance qui ont été débriefés avec les propositions qui vont faire de changement. Et ça, c'est si j'ai mon matching complet, pour moi, ça signifie que le débriefing est pertinent. Il est pertinent parce que j'ai peut-être pas débriefé tous les écarts de performance qui existaient, mais ceux que le débriefeur a relevés ont été comblés et ils ont été restitués dans le feedback de vérification. Donc ça scelle quelque chose dans leur mémoire immédiate, mais ça traduit la pertinence, c'est-à-dire que je ne suis pas resté flou et ils ont compris l'importance de la précision et ils l'ont relivré comme ça. Une fois qu'on a ça, après on arrive à la fin du débrief et plutôt que de dire de faire moi-même la conclusion, je renvoie la parole. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui en fait? Et là, il va y avoir des généralités qui vont sortir parce que ça peut être un point qui soit directement en rapport avec un écart de performance, mais ça peut être des généralités en disant il faut quand même mieux évaluer les patients avant de se lancer directement, où il faut parler tout fort, il faut parler, il faut penser à voix haute, il faut verbaliser les uns pour les autres, plutôt que de dire tiens ausculte pour voir si c'est symétrique. Il faut dire est-ce qu'il y a un pneumo, et ça ils vont ressortir des choses comme ça. Ils vont pouvoir euh, apprendre des choses qui sont peut-être en lien avec les écarts de performance, ça c'est sûr, mais qui vont être au-dessus, qui vont être des généralisations, qui vont sortir un peu du détail des écarts de performance, qui vont sortir. Qu'est-ce que vous avez appris en fait? Qu'est-ce que vous avez appris? La simulation aujourd'hui, ça vous a apporté quoi? Et donc là, le débriefeur, il va aussi comprendre que en fait, il y a une vision globale au-dessus qu'ils ont vue et qui contient les écarts de performance qui ont été traités lors du débriefing. Et donc C'est leur après, interprétation, voilà, c'est leur interprétation voilà, du travail sur les écarts de performance qui est à la fois individuel, mais qui provient du travail de groupe c'est quand on a ça. un groupe. Et ouais. Et dans quelle Vas-y, vas-y. boîte ils le mettent en fait? Dans Ouais, quelle c'est ça. boîte ils le mettent et dans Voilà. quel ensemble ils le gèrent et à quoi ça va leur servir? À quoi ça va leur servir et à quoi ça aurait dû leur servir? En Eh disant oui. ah oui mais j'aurais dû y penser et l'autre fois j'y ai pas pensé et donc là ça va me servir parce que je veux pas refaire la même bêtise que j'ai fait il y a une semaine et tout ça. Et donc j'ai vu ça et donc ils sont en train de faire, c'est la théorie des ensembles, ils ont des petits morceaux et ils viennent de les mettre dans les boîtes et ils vont Mmh. pouvoir disposer de ça. Et puis à la toute fin, je repose la question, est-ce que vous avez des questions? Quelles sont vos questions en fait? Quelles sont vos questions? Et une question ouverte, quelles sont vos questions? Ouais, c'est intéressant parce que tu montres sans le dire que le débriefing est un jeu pour nous, hein, formateurs, où on prend une casquette qu'on va de temps en temps, poser, pour la remplacer par une autre casquette. Par exemple, tu peux très bien à la toute fin, quand il reste un gap facile à combler, reprendre une casquette d'instructeur en délivrant, une information, pi égale 3,14 quoi. On n'a pas besoin d'instruire, enfin il faut l'instruire, il faut quand même que l'info soit là. Par contre, la partie que tu viens de décrire, elle est beaucoup plus subtile et on a plus un positionnement de facilitateur de Ah ouais, l'apprentissage, facilitateur. voilà. Et moi j'aime bien appeler tous ces gars-là des formateurs parce que ça fait un mot pour tout et ça permet aussi de savoir ce qu'on fait. Peut-être, la francophonie utilisera le terme de simulationniste dans les années à venir, mais je sais pas, je trouve que ça accroche un peu à l'oreille. Je suis pas sûr qu'on le fasse trop parce que de toute façon dans simulationniste, il y a les autres gars du centre de simu. Donc je pense que ça risque de prêter un peu à confusion. Formateur, ça marche très bien Ouais. j'ai toujours appelé ça un formateur, mais on entend bien dans ton parcours tous les termes qui décrivent cette personne qui est capable de créer de l'apprentissage. Il y avait un programme d'instructeur à McGill. Ensuite, on t'a appris à être formateur, facilitateur. Et puis là, dans la
la conversation de débriefing pluriprofessionnel où on veut créer l'apprentissage de groupe, tu es facilitateur. Absolument. Malheureusement, c'est là que tu es le plus facilitateur et s'il y a des gaps et que le temps passe et qu'il faut quand même ne pas laisser sortir ces gens-là sans avoir comblé certains gaps, pas tous, mais certains, tu peux reprendre ponctuellement cette casquette d'instructeur. Et moi, je trouve que c'est un message qui passe très mal, et notamment dans les formations de formateurs internationaux, c'est que on apprend à être facilitateur et ça devient un peu sidérant pour les autres casquettes. On devient un facilitateur, donc il faut plus instruire. Ou alors, Alors, il faut essayer de balancer les deux avec subtilité. Parce que si on prend une casquette d'instructeur, on crée une relation asymétrique, une communication asymétrique, je sais, tu sais pas. Et donc, il faut arriver à garder une communication symétrique, et donc où je suis là pour aider à un transfert de savoir, mais je suis pas là pour imposer et remplir un entonnoir pour faire rentrer la connaissance ouais, comme bien ça. sûr. Et donc, ce que j'utilise souvent, c'est quelles sont vos questions. Et donc là, je m'attends à deux types de réponses. Une, c'est moi, j'ai pas bien saisi à quel moment il fallait évoquer les causes réversibles dans l'arrêt cardiaque. Ok. Et là, j'ai anticipé la question de quelqu'un qui est théoricien et qui veut préciser l'algorithme et tout ça. Et je lui réponds généralement, ouvre ta boîte mail, t'as déjà les dernières recos dessus. Parce que j'ai anticipé ce type de question. Et l'autre qui va me dire, euh, moi j'ai une difficulté à savoir comment il faut mettre une voie intra-osseuse quand on fait des compressions thoraciques. Je donne ces exemples comme ça. Hein. Eh bien, là, je dis, bienvenue. On va, soit après le débriefing, je te montrerai directement sur un mannequin basse fidélité et on va faire ça. Soit tu reviens demain après-midi voilà, et on va voir ça directement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par vraiment la pratique voie intra-osseuse et massage? Comment on peut ne pas se gêner pour pouvoir faire ça. Et Ouais, c'est donc, intéressant parce que ça rajoute une casquette, mais qui serait plus, une intention. C'est que tu deviens finalement, en simulation, quand tu as la chance de pouvoir être intégré dans les curriculums, tu deviens un peu un stratège de la pédagogie. C'est-à-dire qu'en fait, tu as toutes ces cartes à jouer et moi, c'est mon ancien mentor que tu as peut-être connu, Kamran Sami, qui me disait: «Quand tu vas faire cours, Fouad, il faut que tu aies 1 pour les étudiants et 9 dans la poche». oui, Et c'est hyper intéressant cette approche-là. C'est-à-dire que celui qui donne le savoir, en théorie, il doit sûrement en garder bien plus que ce qu'il va délivrer ce jour-là, au cas où, mais plus il laisse l'apprenant trouver son chemin, entre guillemets, oui, et dans le schéma cognitif de l'apprenant, ça sera toujours meilleur. Et d'ailleurs, ça me rappelle que la sémantique des mots qu'on utilise pour le débriefing, il y a quand même le mot analyser, il y a le mot appliquer, mmh, et en fait, quand on regarde ce qu'avait fait Bloom et les suivants, hein, parce que Bloom n'a pas jamais parlé de pyramide, mais quand on regarde en anglais les high order learning, les hauts niveaux de réflexion, on a ces verbes-là. On a l'évaluation, on a l'analyse, on a l'application et on a aussi la création du nouveau savoir. Et je trouve que ce que tu viens de nous décrire là, qui est la description des bonnes pratiques en débriefing, c'est aussi, d'un point de vue sciences cognitives, la façon dont on crée, ce que tu as dit, des petites cases qui vont venir se mettre les unes au bon endroit avec les autres, et on ne le fait pas en poussant les cases les unes contre les autres. On le fait en laissant l'espace dans la discussion. Moi, absolument, et c'est ça que je absolument. trouve magique, c'est que c'est une conversation qui crée de l'apprentissage. Ouais, Et donc, il faut former les gens à converser ouais. correctement. Alors des fois, on va les former à converser pour vendre. Des fois, on va les former à converser pour ne pas acheter. Mais nous, on les forme à converser pour créer de l'apprentissage en santé. Et vu comme ça, je trouve que l'épreuve de devenir un formateur en simu, elle est beaucoup plus stimulante intellectuellement. Parce que s'il y a bien un truc qui est sympa, c'est d'apprendre à communiquer correctement dans une C'est conversation. ça. Et non seulement de communiquer correctement, mais de pouvoir, je veux dire, téléguider le chemin de l'apprenant jusqu'à l'endroit où il va pouvoir récupérer le plus de savoir-faire et savoir. Oui, Et et le donc de remettre. pouvoir utiliser des astuces de communication qui vont lui permettre de reprendre confiance en lui, d'avoir plus d'assurance, de pouvoir voilà, et donc d'éviter en permanence ce sentiment
d'insatisfaction, d'échec, de déception, et de développer quelque chose qui serait la, la j'allais presque dire la joie de trouver quelque chose, la joie de comprendre quelque chose, euh, ce côté de satisfaction qui va pouvoir être c'est super, j'apprécie, j'aimerais bien, euh, et de pouvoir le guider dans ça, ou le rassurer sur quelque chose qui pouvait être une incertitude, et de faire pencher la balance du bon côté, tout en lui faisant comprendre que douter c'est bien en fait, et c'est pas une situation d'échec, et on va mettre le poids sur un des plateaux de la balance pour que finalement sa mémoire garde le chemin du bon côté en fait. Ouais, bien sûr. Il faut quand même qu'on parle, on ne peut pas parler d'un modèle de débriefing sans aborder l'analyse. Malheureusement, le temps passe, donc on va être rapide. Et je vais faire un petit jeu avec toi, Denis. Je sais que tu peux parler d'analyse pendant des heures. Moi, c'est un peu la même chose de mon côté. C'est la phase sur laquelle je pense que je suis le plus connecté quand je fais un débrief. Tu as le droit à un outil, malheureusement, tu n'as pas deux. Il faut que tu utilises un outil et que tu nous l'expliques. Un outil que tu utilises beaucoup pendant la phase d'analyse. Tu as déjà cité le plus delta, l'advocacy inquiry, le questionnement ouvert. Est-ce que tu peux en prendre un et nous dire à quoi il sert et comment tu l'utilises? Advocacy Inquiry. J'étais sûr que tu allais choisir celui-là. Pourquoi? Parce que j'ai découvert ça en 2009 lors d'un workshop à Denver, et je me suis dit c'est ça qu'il faut que je fasse. J'avais appris à McGill le débriefing par non-jugement, le truc qui était à la mode, et on tournait autour du pot sans arrêt et tout ça, mais on n'était absolument pas pertinent. On n'était pas offensant, mais on n'était pas pertinent. Et quand j'ai participé au workshop, c'était l'équipe de Boston qui présentait, il y avait Walter Epic qui était là, il y avait du beau monde, et, euh, et je me suis porté volontaire pour essayer comme ça en simulation de faire les trucs. J'avais jamais fait ça, mais j'ai trouvé ça tellement naturel à faire, je m'y retrouvais, et ils m'ont dit very good, very good. Donc ce retour-là m'a conforté sur le fait que c'était quelque chose qui était accessible, et j'ai changé du jour au lendemain en fait. J'ai dû passer 3-4 jours à Denver, et quand je suis revenu en France, les simulations que j'avais dans les jours qui suivaient, en fait, j'ai utilisé cet outil. Donc, je pense que c'est un outil qui a fait une vraie révolution dans le monde du débriefing. Et cette révolution, elle est liée au fait que, au lieu de se baser sur le monde visible, l'observateur va investiguer le monde invisible. Donc le monde visible, il le voit, c'est le résultat de l'action, c'est le process, mais il va se servir ça comme, je dirais, d'un point de départ pour aller accéder à un monde invisible. Et donc c'est une investigation cognitive, et comme on ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte noire, personne ne le sait, eh bien il va avancer à petits pas, avec beaucoup de prudence, beaucoup de réserve, beaucoup de respect, aucune affirmation, mais que des questions. Ah, c'est trop bien. On refait pas le comment on fait l'advocacy inquiry, malheureusement, on n'a pas le temps, mais parlons-en comme si on l'avait expliqué. Pour moi, le mot-clé de l'advocacy inquiry, c'est la curiosité réelle et qui n'est pas feinte, comme tu disais tout à l'heure, le bon jugement, le mauvais jugement et le non-jugement. Il y a trois façons de parler de jugement, et on fait tous naturellement du pseudo-non-jugement, c'est-à-dire on ne va pas dire ce qu'on pense, mais on va en penser bien plus que ce qu'on dit. Le guess what I am thinking Ouais, question, guess what. pour moi, c'est une des questions qu'il faudrait éradiquer du débrief, même si de temps en temps, assez ponctuellement, elle sert l'apprentissage, mais c'est pas le, le, le mauvais jugement, il est à la fois offensant, dangereux et atteint la psychologie de la personne. Naturellement, on se dit celui-là, il vaut mieux éviter. D'accord? Mais là, on est sur autre chose. C'est que j'ai un jugement. Je pense quelque chose. Je pense avec certitude ce que moi, j'ai mis des années à construire.
mais je ne fais pas de ce que je pense un point de départ de la conversation. Je te dis juste ce que j'en pense parce que moi, je suis curieux de savoir ce que toi, dans cette situation précise, dans ce contexte-là, il s'est passé dans sa tête. C'est Donc, ça. la fameuse boîte noire. Et ça, moi, je suis assez d'accord avec toi, c'est un shift. Mais pour parler sérieusement de l'advocacy in inquiry, il faut parler de comment c'est accueilli quand on l'enseigne. Parce que toi, quand tu es arrivé à Boston, tu as eu les meilleurs du monde qui te l'ont enseigné, là, tu as eu du bol. Tu Alors, je avais suis Walter. retourné à Boston 2 fois pour l'avoir directement de primeur et pouvoir Voilà, donc passer du temps à travailler ça. tu as les gens qui te disent, ça vient de Chris Argyris, ça vient de la communication non violente. Tu as les pionniers qui t'en parlent, forcément ça marche. Et en plus, très probablement que tu as une personnalité a priori dans ta façon de voir l'apprentissage qui fait que ça a fité tout de suite. Mais faut pas faire semblant, moi j'essaye de pas le faire dans cette discussion, pas faire semblant de ne pas voir la réalité. Quand tu poses l'advocacy in inquiry en France à des formateurs, alors en France et ailleurs, hein, moi je suis allé en Europe de l'Est, c'est souvent les mêmes objections qu'on obtient. Ça marchera pas ce truc chez nous. Et j'aimerais bien qu'on ait cette conversation. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des endroits où c'est accueilli différemment? Ça m'est difficile de te répondre parce que dès que j'ai appris cette technique de débriefing, et je pense que j'étais le premier en France à la pratiquer au moment où ça s'est passé. J'ai tout de suite mis en place un enseignement universitaire. J'ai monté un DU de débriefing en simulation, dont l'objectif était d'enseigner le débriefing par bon jugement avec l'advocacy inquiry. Et en même temps, je participais à des enseignements dans d'autres DU, dans d'autres formations, et je vois bien mes collègues très très réticents à utiliser cette technique en disant c'est trop compliqué, on prend trop de temps, et puis on n'arrive pas à la faire et tout ça, et on peut pas le faire comme ça sur une formation initiale. En fait, il faut faire ça sur peut-être un niveau 2, un niveau 3. On peut pas comme ça. Je n'avais pas la même façon de penser, parce que pour moi, ça avait été un coup de baguette magique, la réalisation que finalement c'était la solution. Alors c'est vrai que j'avais tout le passif d'une activité de simulation et de débriefing, et que ça a peut-être déclenché quelque chose immédiatement, mais j'arrive euh, en, en 3 jours à des personnes qui n'ont jamais fait de débriefing et qui ne connaissent pas la simulation, à leur faire euh, un débriefing, à leur faire faire un débriefing avec au moins une phrase qui est une phrase d'advocacy inquiry. Donc, ça dépend du temps, de l'énergie et de ce que l'on met dans le message pédagogique et comment on le présente. C'est ce que je pense là actuellement. Et donc, les personnes qui sont rétives à, à la pédagogie de l'advocacy inquiry tout de suite comme ça dans la simulation, je pense que finalement, c'est peut-être les outils pédagogiques qu'ils utilisent qui sont pas forcément adaptés à faire passer ce message-là. Il faut le motiver sur 2 adjectifs. Donc, offensant ou pas, pertinent ou pas. Et autant le mauvais jugement, il est offensant et pertinent, voilà. Le non-jugement, il est non offensant et non pertinent, voilà. Et l'autre, eh bien, il est non offensant et pertinent. Et c'est ça que j'essaye de développer. Et c'est en le présentant comme ça et en donnant des exemples à chaque fois comment on peut les traiter, et de les traiter de 3 façons. Chaque écart de performance, comment vous le traitez en mauvais jugement, en non-jugement, en bon jugement, et quels sont les mots que vous allez utiliser. Je me sers beaucoup de Marshall Rosenberg, bien sûr, il a fait une sélection dans les adjectifs, il a fait une sélection dans les adverbes, il a fait en fait, on pourrait faire une page A4 avec un trait, tout ce qui est offensant d'un côté, tout ce qui ne l'est pas de l'autre côté. Et donc, je me sers beaucoup de ça et des formulations pour
donner dans le vocabulaire, en fait, des outils de communication. Alors, peut-être que on peut l'atteindre avec ces étapes intermédiaires plus facilement, et que si on n'a pas mis ces étapes intermédiaires qui sont comment utiliser la langue française ou anglaise ou n'importe pour arriver à l'effet, eh bien, on est un peu désemparé et on va dire non, on peut pas l'atteindre et c'est pas accessible. Ouais, c'est, la subtilité conversationnelle, une fois de plus, c'est apprendre à avoir un certain niveau de subtilité dans la conversation, avec ici comme objectif de créer de l'apprentissage. Hem, bon, je crois qu'on a gagné un tour sur un épisode complet sur l'advocacy in inquiry parce qu'on risque de «manquer» entre guillemets, à la fois de clarté et de synthèse, mais pourquoi pas, revenir discuter avec Avec toi ou plaisir, avec sur plaisir. l'advocacy in inquiry. Il faut quand même qu'on aille rapidement vers la fin de cet épisode pour pas que ça dure plus d'une heure. Il y a deux choses qu'il faut qu'on discute très vite. La première, c'est l'actualité, l'actualité de Denis et Guillaume, disons-le. Vous avez ce super bouquin de Simu qui existe déjà, hein, le débriefing clé en main qu'on a tous dans nos poches quand on ouvre un centre de Simu. Mais c'est pas, ça vous suffisait pas. Il a fallu que vous fassiez le tome 2. Est-ce que tu peux nous parler rapidement du tome 2? Quand est-ce qu'il sort? Qu'est-ce qu'on aura dedans, Alors, etc. quand est-ce qu'il sort, c'est toujours un peu difficile. En tout cas, c'est 2026 et je sais pas quand. Euh, mais l'idée, c'est de d'avoir une vision très très globale du débriefing et de l'élargir de la simulation et de voir tous les types de simulation et de le décliner dans tous ces types de simulations et de pouvoir parler aussi bien du débriefing des jeux sérieux que du débriefing des simulations avec, je sais pas moi, une cinquantaine d'apprenants au milieu extérieur, du débriefing euh, à distance, des simulations à distance. Donc voilà, et de parler aussi de quelque chose qui m'est cher, c'est le débriefing clinique en fait, de pouvoir inclure le débriefing clinique. Pour moi et puis pour Guillaume aussi, le débriefing en simulation, c'est une passerelle pour accéder au débriefing clinique. Et le débriefing clinique, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que si la simulation sert à la prévention des risques, le débriefing clinique sert encore plus à la prévention des risques et va permettre de développer la simulation in situ avec tout l'apport du débriefing clinique. Et là, on se rapproche encore plus en fait de la prévention des risques. Donc c'est une étape la simulation. Il faut arriver à pouvoir monter cette étape-là et à franchir cette étape-là, arriver au débriefing clinique. Et donc de pouvoir développer dans un livre une aspect, on l'a appelé, alors il va sortir en anglais et en français, en anglais je crois avant, et on l'a appelé Débriefing 360. Avec cette vision holistique, cette vision un peu comme ça. Alors, en français, je crois qu'ils n'ont pas retenu le titre Débriefing 360. Ils ont voulu garder le titre ancien. Voilà, mais voilà, c'est pour montrer que Une histoire d'éditeur plus que de celui qui a voilà. écrit. Et dedans, il y aura des ajouts et des enrichissements sur les neurosciences, parce que les neurosciences, c'est quelque chose qui est extrêmement important quand on aborde l'investigation cognitive. Et c'est aussi l'éthique, parce qu'on est tous en situation avec un être qui est faible, c'est le patient, et donc on est dans une situation de prêter assistance à, et donc il y a des enjeux éthiques qui apparaissent directement. Et donc l'éthique et les neurosciences apparaissent dans cette nouvelle version. Ouais. Trop bien. Eh ben, je vais te dire merci, à double titre. D'abord d'avoir pris le temps d'échanger ces dizaines d'années de savoir. En plus, on a l'histoire maintenant et tu es vraiment tombé dans la marmite, à un endroit où la marmite était bien pleine de simulations. Et puis surtout, parce on a commencé cette conversation avec, vous avez entendu mon ami Denis, tousser à plusieurs reprises. Il est en pleine pneumonie qu'il est en train de traiter, donc doublement merci pour ça. Est-ce que pour conclure la discussion, tu aurais pas un petit mot de la fin, voire même une suggestion d'invité pour ce podcast? Alors, solution d'invité, alors je sais, moi je pense qu'il faut,
si tu peux inviter, c'est Guillaume Aligné, je pense que c'est, Il est déjà passé, il est figure-toi. déjà passé. Déjà Donc, passé, eh oui. moi, je dirais le mot de la fin, parce qu'on tourne toujours autour de la même chose, c'est la faillibilité du cerveau humain et l'absence de pertinence et de performance optimale dans tous les cas. Donc, je dirais le mot de la fin, c'est l'erreur est physiologique. Et donc ça, c'est une révolution de dire ça. Hein, j'ai bien conscience de ça. L'erreur est physiologique, et donc ça sert à rien de la combattre en fait. Il faut pas s'opposer à l'erreur et l'éloigner et de rentrer dans sa blame culture. Faut vraiment arriver à utiliser la simulation comme un des outils qui va permettre d'éviter non seulement qu'elle se reproduise, hein, mais qu'elle soit préjudiciable. Cette erreur-ci, en sachant que de toute façon il y en aura d'autres, parce qu'on n'est pas non plus vacciné pour après avoir fait une erreur et avoir débriefé, mais ça va permettre de développer un savoir-être collectif des professionnels de santé qui va apaiser les relations interpersonnelles, parce que ces relations interpersonnelles sont souvent cristallisées par la survenue d'erreurs ou de dysfonctionnements liés à des erreurs qui font qu'il y a des reproches mutuels, qui font qu'il y a une culpabilité personnelle, qui font qu'il y a un burn-out, qui font qu'il y a un mal-être au travail. Et donc, je pense que la simulation a beaucoup à apporter dans la vie professionnelle, donc dans les structures de soins, et qu'elle va pouvoir s'infiltrer en fait dans ces structures de soins, et qu'elle va s'étendre jusqu'au débriefing clinique, et qu'elle va modifier la culture qui règne dans ces structures de soins, où on va passer d'une analyse systémique et individuelle de l'erreur avec les bases de neurosciences, alors qu'on est dans la culture de la faute avec culpabilisation et reproches mutuels. Et donc je pense que la simulation a énormément à apporter, et que tous les formateurs en simulation sont des vecteurs en fait pour atteindre cette nouvelle société professionnelle. Magnifique. Je me sens bien dans ce rôle de vecteur qui passe d'un endroit à l'autre et qui transmet la bonne parole. Merci, Denis, pour, cette conclusion qui est bien plus précise, et bien plus riche que le fameux «l'erreur est humaine». On sait vraiment, on a plus une idée de ce que ça veut dire maintenant. Merci à ceux qui ont écouté la conversation jusqu'au bout. Une conversation longue, riche et dense, mais il fallait, parce qu'on a parlé de débriefing et d'un parcours très riche aujourd'hui. À bientôt pour le prochain épisode de SimMove. Au plaisir, merci Fouad. Salut Denis. Salut. Merci et bravo d'avoir suivi cet épisode du podcast SimMove. Si cet épisode vous a semblé utile ou instructif, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Nous rappelons à nos auditeurs que les opinions et les points de vue exprimés au cours de cet épisode et de ces discussions sont ceux de nos invités et ne reflètent pas nécessairement ceux de SimZin et de l'équipe SimMove. À bientôt donc pour un nouvel épisode, et comme toujours, merci de votre intérêt pour la simulation en santé.